Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous qui êtes en train de vous connecter sur notre plateforme pour suivre cette visioconférence qui est proposée par l'IRIS, son programme Amérique latine, Caraïbes et l'Observatoire électoral 2022 de l'Amérique latine lancé par l'IRIS il y a maintenant quelques semaines et qui justement suit de près le scrutin dont nous allons parler aujourd'hui en Colombie. Donc, bienvenue à cette visioconférence qui va démarrer dans quelques instants. Juste, je vais m'assurer de voir que le système d'inscription fonctionne bien. Ça a l'air, les gens sont en train de s'inscrire. Donc, on va pouvoir démarrer rapidement. Je vais introduire un petit peu cette discussion avec notre invité, Yann Basset, que je vais présenter dans un instant. Donc, cette soirée, je le disais, est consacrée aux enjeux et aux perspectives de l'élection présidentielle colombienne qui va se tenir les 29 mai pour le premier tour et le 19 juin pour le second tour, s'il y avait nécessité d'un second tour, comme semblent d'ailleurs l'indiquer plutôt les enquêtes sondagières en ce moment. On va en reparler. Donc, je m'appelle Christophe Ventura, je suis directeur de recherche à l'IRIS. Je suis donc en charge du programme Amérique latine Caraïbes de notre institut et donc l'animateur à ce titre aussi de l'Observatoire électoral 2022 de l'Amérique latine, dont je dis rapidement deux mots, qui, donc, comme son nom l'indique, s'intéresse à suivre les élections, les scrutins et d'une manière plus générale les dynamiques politiques pendant le contexte de ces différentes élections latino-américaines 2022, une année riche, très importante du point de vue politique et électoral dans la région, avec plusieurs scrutins qui ont déjà eu lieu, comme au Costa Rica. On peut presque compter le chilien, Gabriel Boric a été élu le 19 décembre, après ses fonctions le 11 mars 2022. Le Costa Rica, j'en ai dit deux mots, le 3 avril dernier. La Colombie qui nous intéresse ce soir. Il y a eu le référendum révocatoire au Mexique au mois d'avril sur la présidence de M. López Obrador. Et on aura à la fin de l'année, à l'automne, une élection aussi qui est très attendue, qui est celle du Brésil. Donc l'Observatoire a pour but de suivre tous ces scrutins, d'en analyser les enjeux, de proposer des analyses, des points de vue, des données, des informations, des débats autour de tout ce qui se passe cette année sur la, disons, situation politique et géopolitique latino-américaine dans la période que nous connaissons entre la pandémie de Covid-19, les difficultés économiques et bien sûr désormais le conflit ukrainien. Alors ce soir, on va s'intéresser à la Colombie en particulier, la Colombie qui est la troisième puissance latino-américaine après le Mexique et le Brésil, si on condense des indicateurs en termes économiques, démographiques, etc. Un pays, bien sûr, qui a une singularité très forte et à son histoire, en particulier celle de son conflit interne, que d'autres nomment guerre civile, on va en parler aussi, c'est un des enjeux de l'élection, et une élection que tout le monde attend pour un pays très important, qui est aussi le premier allié des États-Unis en Amérique latine. Là aussi, c'est pour des raisons historiques. On va en parler aussi. Et une élection où, pour la première fois, eh bien, tout semble indiquer qu'une possibilité réelle est donnée à la gauche colombienne de gouverner ce pays si difficile, si délicat, avec toutes les problématiques qu'on lui connaît. Et donc, c'est aussi ça qui est intéressant à décrypter dans la situation. On va voir tout ça avec notre invité que je remercie d'être avec nous, bien sûr, Yann Basset, qui est à Bogota, avec nous. Yann Basset, qui est professeur à l'Université du Rosario à Bogota, qui est également l'animateur du Centre d'études de la démocratie, Demos UR, de cette université, et qui est français, hein, en fait, et qui vit à Bogota. Il nous dira un petit peu tout ça, et qui également, au titre de son institut, de son centre d'études de la démocratie, eh bien, est l'un des partenaires internationaux de notre observatoire. Et donc, on a décidé ce soir avec Yann de vous proposer un petit peu ce moment de discussion, d'échange sur la situation colombienne, évidemment, qu'il connaît mieux que personne, qu'il est sur place d'ailleurs. Et donc, on va, avec lui, pouvoir un petit peu explorer, j'espère, pas mal de questionnements que nous avons, que vous avez aussi, bien sûr. Vous avez la parole, vous pouvez poser des questions par le chat de notre plateforme et j'essaierai à un moment donné de pouvoir transmettre à Yann vos questionnements, vos commentaires, vos demandes de précision s'il y en a, tout ce qu'on pourra traiter dans cette heure 20 maintenant, 23 exactement, que nous avons à disposition jusqu'à 19h30. Donc Yann, merci d'être avec nous depuis Bogota. On est en matinée à Bogota. On va pouvoir démarrer cet échange. J'ai envie de démarrer avec une question finalement assez simple. Est-ce que vous pourriez un petit peu
nous pointer, nous identifier quels sont les principaux enjeux, selon vous, d'abord de cette élection du 29 mai pour le premier tour, qui intervient après des législatives du 13 mars qui ont donné la victoire à la coalition du pacte historique, celle du candidat Gustavo Petro, qui lui dirige le parti Colombia Humana. Une victoire, mais qui n'a pas non plus donné de majorité en tant que telle à ce parti. Vous démontrez, vous nous expliquerez un petit peu tout ça. Et le 13 mars, où justement il y avait aussi des sortes de primaires dans toutes les grandes coalitions pour désigner les candidats à la présidentielle et qui ont vu Gustavo Petro obtenir un score très important, mais également d'autres personnalités dans sa coalition, vous nous en direz un mot, et qui a vu aussi se préciser le paysage politique pour cette campagne, avec à côté de Gustavo Petro et de la gauche du pacte historique, le candidat Federico Gutiérrez, qui lui représente un petit peu les sortants, le centre droit, la droite colombienne sortante, qui aujourd'hui est un peu à la peine dans les sondages, autour de 20%. Il semblerait être quand même le deuxième homme s'il y avait une finale, mais ce n'est pas sûr, puisqu'un troisième personnage a surgi, d'ailleurs un peu en dehors du 13 mars, qui est M. Rodolfo Hernandez. Vous nous en direz deux mots, je vous laisserai un petit peu le plaisir de vous présenter cette personne que certains qualifient déjà de Trump tropicalisé en Colombie. Vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà, qui aujourd'hui est passé en quelques semaines de 5% des intentions de vote à quasiment les mêmes que Fico Gutiérrez dans certaines enquêtes, autour de 20%, à tel point que certains considèrent qu'il pourrait être la surprise pour ce deuxième tour. Vous nous direz un petit peu tout ça. Puis quatrième pôle, c'est le centre. Le centre colombien, avec la figure qui est connue, Sergio Fajardo pour les colombianistes, si je puis dire, qui a été candidat en 2018 déjà à la présidentielle, qui est l'ancien maire de Medellín, qui représente un peu le centre colombien et qui lui représente un peu le quatrième pôle dans cette élection, qui est un peu derrière, par contre, en termes d'intention de vote, qui jouera certainement un rôle dans le deuxième tour avec les reports de voix. Enfin, vous nous direz tout ça, mais c'est pour un peu placer le paysage pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et que je remercie encore d'être avec nous. Donc, Yann, je vous laisse la parole. Quels sont, selon vous, les enjeux? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui sont les acteurs, nous les présenter? Qu'est-ce qu'ils représentent? Qu'est-ce qu'ils proposent? Est-ce qu'on peut commencer un peu comme ça, de manière assez générale, de sorte à poser notre décor? Très bien, bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à toutes. Pour parler un petit peu de ces enjeux, il faut préciser, vous l'avez fait dans l'introduction, que c'est la première fois effectivement que la gauche a la possibilité réelle de gagner une élection présidentielle. Les enquêtes placent Gustavo Petro, le candidat de gauche, comme le favori dans cette élection. Et c'est quelque chose de très nouveau en Colombie. Quelque chose de nouveau parce que historiquement, la gauche a toujours été très minoritaire. Et en particulier à cause du fait de la persistance dans le pays historiquement d'une guérilla qui se disait marxiste jusqu'à très récemment, jusqu'aux accords de paix qui ont finalement été adoptés pendant la présidence précédente de Juan Manuel Santos. Ces accords de paix ont changé un petit peu le contexte. D'une part parce qu'elles ont levé un petit peu cette hypothèse, cette association dans la culture politique colombienne de la gauche à la guérilla, qui n'était pas évidente. Il y a toujours eu des courants de gauche qui ont refusé la lutte armée et qui ont joué le jeu de la démocratie. Mais il y avait toujours l'existence de la guérilla les mettait toujours sur la défensive, disons. Donc le fait qu'il n'y ait plus de guérilla de gauche en Colombie change un petit peu le panorama et élève un petit peu cette hypothèse sur les possibilités de la gauche. Et d'autre part, les accords de paix ont aussi changé un petit peu l'agenda politique du pays, c'est-à-dire que le thème du conflit était toujours au centre des débats. C'est toujours un thème de campagne, mais qui est passé un petit peu au second plan maintenant. Et dans cette campagne, ça a été très, très net. On a surtout parlé de thèmes économiques et sociaux, de revendications des classes moyennes urbaines, de thèmes finalement qui sont ceux qui préoccupent d'autres pays d'Amérique latine. Et il y a un exceptionnalisme colombien là-dessus qui a un petit peu disparu, on peut dire. Ce sont des thèmes qui sont beaucoup plus favorables à la gauche.
y compris des thèmes, par exemple, d'environnement, par exemple. Un thème qu'il y a quelques années en Colombie était complètement incongru. On pensait que les thèmes, l'écologie, enfin, c'était quelque chose des pays du Nord, ça n'intéressait pas en Colombie. Aujourd'hui, c'est un thème qui est au centre des débats de la campagne. Et ça, c'est une évolution assez intéressante et qui est caractéristique de ce changement d'agenda. Donc ça, en gros, pour le contexte, si vous voulez, et peut-être l'enjeu principal. Un autre élément peut-être plus conjoncturel qui doit être souligné, c'est que ces élections ont lieu dans un moment de très très forte impopularité du gouvernement sortant, qui est un gouvernement de droite, donc comme on le disait, qui a été élu avec l'appui de l'ex-président Alvaro Uribe, qui est une personnalité très importante en Colombie, qui a été président pendant 8 ans au début du siècle, entre 2002 et 2010, et qui était un petit peu le chef de file de la droite colombienne. C'était une personnalité qui était extrêmement populaire en Colombie, qui est sorti à la fin de son gouvernement. Il avait une popularité presque de 80% dans les sondages, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. On lui reconnaissait le fait d'avoir lutté contre ces guérillas et de les avoir mis un petit peu à genoux, de les avoir relégués aux frontières du pays. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement populaire. Et puis, qui d'ailleurs a plus ou moins contribué à l'élection de son successeur, Juan Manuel Santos. Et puis, il y a une brouille entre les deux. Juan Manuel Santos a finalement décidé de négocier la paix avec ces guérillas qu'avait affronté Alvaro Uribe, ce qui lui a valu une dispute avec son ancien mentor politique. Alvaro Uribe passé à l'opposition en formant un nouveau parti, le Centre démocratique. Il s'est opposé avec succès à ces accords de paix. Il a fait échouer, c'est en grande partie grâce à lui ou à cause de lui, comme on veut le voir, que ce référendum sur les accords de paix a finalement échoué en 2016. Et finalement, dans la foulée, il a fait élire Iván Duque, un sénateur de son parti qui vraiment a été élu grâce à l'appui d'Alvaro Uribe. Donc, Iván Duque est arrivé au pouvoir dans ce contexte-là, un contexte assez tendu parce que, somme toute, même si Alvaro Uribe était très populaire, les Colombiens avaient quand même tendance d'être plutôt favorables aux accords de paix. Donc, tout ça a divisé énormément le pays. Et tout ça fait pâlir un petit peu l'étoile d'Alvaro Uribe, même s'il a réussi, après tout, à faire échouer ce plébiscite sur les accords de paix, à faire élire Iván Duque après Juan Manuel Santos. Mais à partir de ce moment-là, Iván Duque a commencé à être toujours plus impopulaire. C'était quelqu'un qui n'avait certainement pas le charisme pour être président de la République, qui a un petit peu été imposé par Alvaro Uribe, et puis qui a eu un mandat très mouvementé, hein, il faut bien le dire, alors en partie à cause de phénomènes qui allaient au-delà de ce qu'il pouvait maîtriser, et particulièrement la pandémie, qui en Colombie, comme dans toute l'Amérique latine, a été extrêmement dure et qui, avec des mesures pour essayer de la contrôler qui ont été tout aussi dures et qui ont provoqué une grave crise économique et sociale. Et puis également des mouvements sociaux très forts qui, en 2 vagues successives à la fin de 2019 et il y a un an, au printemps 2021, ont agité le pays avec de très fortes mobilisations et également des épisodes très violents, surtout dans la 2e vague, que le gouvernement a été incapable d'affronter vraiment. Non, et il a bien essayé d'ouvrir des dialogues à la fin de la première vague de mobilisation sociale sans grand succès. Et finalement, il a répondu par la répression avec un bilan assez catastrophique en termes de droits humains, avec, lors de la 2e vague, 80 personnes qui ont trouvé la mort lors de ces affrontements, et dont la moitié, on le sait, aux mains de la police. Donc voilà pour le bilan du gouvernement sortant qui est évidemment très critiqué. Dans l'affaire, donc la droite a perdu beaucoup de sa popularité, et l'ancien président Alvaro Uribe en particulier, qui était toujours un homme très populaire mais qui ne l'est plus depuis
depuis la première année du gouvernement Duque, qui est aujourd'hui au centre des critiques de la gauche, et Gustavo Petro, qui avait été l'adversaire malheureux d'Ivan Duque en 2018, est devenu un petit peu l'homme de l'alternance, et la mauvaise presse de ce gouvernement sortant est une des principales raisons qui l'ont propulsé comme le candidat favori après ce mandat mouvementé. Du côté du gouvernement, on a mis très longtemps à lui trouver un adversaire. Federico Gutiérrez, finalement, a été élu lors d'une primaire simultanée aux élections législatives. C'est une figure qui n'était pas associée véritablement au mouvement d'Alvaro Uribe, mais qui était quand même assez proche, donc c'était assez... c'est quelqu'un qui est très marqué à droite, mais qui en même temps n'était pas forcément un homme d'Uribe. Donc on essayait d'ouvrir un petit peu à droite, avec une coalition de droite aussi qui a rassemblé des anciens maires ou gouverneurs locaux qui étaient assez populaires et qui essayaient de se démarquer un petit peu d'Alvaro Uribe. Mais après sa victoire aux primaires et un premier moment où Federico Gutiérrez a réussi à monter un petit peu dans les sondages en récupérant un petit peu les voix des autres personnalités de droite qu'il a affrontées lors de cette primaire, il a commencé à stagner, disons, et puis aujourd'hui, il se retrouve effectivement en difficulté face à un troisième candidat, Rodolfo Hernandez, qui est très difficile à classer. C'est une personnalité qui est un ancien entrepreneur et qui joue un petit peu de cette image pour apparaître un petit peu comme un outsider dans ces élections, mais qui en même temps est aussi un ancien maire d'une ville importante, Bucaramanga, donc il n'est pas tout à fait nouveau venu en politique, et qui fait l'essentiel de sa campagne sur un discours virulent, très populiste, contre le monde politique en général, contre la classe politique, contre la corruption. Donc les deux sont assimilés, la classe politique et la corruption, donc avec une critique systématique, anti-système, peut-être même plus radicale finalement que celle de Gustavo Petro. Mais en même temps, avec ce côté de ancien entrepreneur à succès qui lui assure finalement des sympathies à droite. Et puis finalement... Comme ingénieur. Comme ingénieur, qui se présente comme ingénieur pour se présenter un petit peu comme, il a une formation d'ingénieur, mais il se présente comme ça dans la campagne pour essayer de donner cette image un peu apolitique, éloignée du monde politique. Une stratégie qui n'est pas nouvelle en Amérique latine. On connaissait Fujimori au Pérou. Comment on peut expliquer cette poussée d'un seul coup? Il est passé en quelques semaines de 5% des intentions de vote à aujourd'hui 20%, ou certains disent plus. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, derrière ce phénomène, est-ce qu'il y a un ralliement d'une partie, je ne sais pas, des élites colombiennes qui jusqu'à présent étaient derrière le parti légitime de la droite, qui pensent qu'il ne peut pas aller au bout, qu'il ne gagnera pas? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, ou est-ce qu'il capte simplement un mécontentement hétéroclite, pas organisé, une sorte de moment de dégagisme finalement un peu en Colombie? Comment vous voyez ça? Oui, c'est un peu du dégagisme, et ce qu'indiquent les enquêtes, c'est que cette poussée est due essentiellement à un changement d'attitude des indécis. Il arrive à capter ceux qui n'avaient pas pris position jusque-là dans cette élection essentiellement, même s'il mord un petit peu sur les autres électorats, alors notamment celui du quatrième candidat, Sergio Fajardo, que tu mentionnais en introduction, qui effectivement a fait une campagne assez décevante. Il y avait une coalition assez vaste de personnalités reconnues, assez populaires au centre, qui finalement n'arrive pas à tirer son épingle du jeu, en partie parce que entre ces personnalités, il y a eu pas mal de tensions, pas mal d'épisodes qui ont été difficiles et qui ont miné un petit peu la crédibilité de cette coalition du centre. Et puis aussi parce que la position qui consistait à essayer de maintenir un lieu un petit peu équidistant entre la droite et la gauche, c'est quelque chose qui finalement n'a pas beaucoup convaincu et qui n'a pas réussi à interpréter le désir de changement qui se manifeste aujourd'hui. Donc c'est essentiellement de là et des indécis que Rodolfo prend ses intentions de vote en ce moment, Rodolfo Hernandez, et puis ça correspond aussi à une phase de la campagne, je crois. La campagne a été très très longue. Elle a commencé quand?
Alors, elle a commencé, dans les faits, elle a commencé il y a plus d'un an, en fait, hein, immédiatement après la seconde mobilisation sociale du printemps 2022, en grande partie parce que Ivan Duque était tellement impopulaire que la gauche a commencé presque immédiatement à faire campagne autour de Gustavo Petro, euh, même si c'était implicitement. Et dès cette époque aussi, beaucoup de candidats ou de pré-candidats à droite ont commencé à pousser un petit peu leur pion en se disant que si une personnalité finalement comme Ivan Duque avait pu être président, ben pourquoi pas moi? Donc il y avait un petit peu toutes les grandes personnalités de droite qui ont essayé à partir de ce moment-là de se lancer dans une espèce de pré-campagne anticipée. Donc, il y a eu ensuite les primaires, il y a eu, donc ça a duré très longtemps et depuis début avril, on est entré dans une phase un petit peu de pourrissement, hein. D'une part, les enquêtes étaient assez stables et d'autre part, la campagne est entrée dans une dynamique un petit peu où on parlait beaucoup moins des enjeux, on parlait beaucoup moins des propositions et un petit peu plus d'accusations réciproques, de petits scandales qui finalement ont fait le jeu de Rodolfo Hernandez et de son discours anti-corruption, anti-classe politique. Ça a remis un petit peu en scène ce discours qui était passé par un trou d'air avec les primaires, parce que Rodolfo Hernandez est le seul des précandidats qui n'est pas passé par les primaires, hein. Il s'est lancé sans passer par cette étape-là, donc ça lui a porté préjudice pendant un moment, et puis cet enlisement, finalement, l'a relancé un petit peu dans la dernière semaine, dans les 2 dernières semaines. Alors, il faut préciser pour toutes celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent que, par exemple, Ingrid Betancourt, hein, bien connue en France, dont on aurait pu penser qu'elle aurait été derrière Sergio Farardo, en fait, a manifestement annoncé son ralliement, enfin son soutien, en tout cas, à Rodolfo Hernandez et à sa Ligue des gouvernants anticorruption. C'est le nom de sa plateforme pour cette élection. Alors, du coup, est-ce qu'on arrive quand même à pouvoir identifier les principales thématiques de cette campagne? Je comprends que finalement, avec le temps, il y a une espèce de, comme ça, un peu de délitement qui a fait que c'est tombé surtout sur des questions d'attaque personnelle, de choses sur la corruption, etc. Mais est-ce qu'il y a quand même des thèmes un peu structurants du débat, en tout cas portés par les candidats? Qu'est-ce que porte, par exemple, la gauche autour de Gustavo Petro et de Francia Marquez, dont peut-être vous pourrez nous parler aussi, parce que c'est un personnage manifestement qui est un peu une des, disons, un peu comment dit-on, des personnalités qui viennent de monter très fort dans la politique colombienne, dit-on, Francia Marquez, ce que vous en dire moi. Mais globalement, c'est quoi finalement le projet du pacte historique et qu'est-ce que porte le gouvernement sortant? Quelles sont les thématiques qu'il essaye d'imposer? Est-ce qu'il se bat pour un bilan? Est-ce qu'il propose autre chose? Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire ça? Et puis alors évidemment, je vous demande beaucoup de choses, mais on a envie de s'interroger, peut-être on en parlera en tant que tel tout à l'heure, sur le rapport des uns des autres par rapport à ce processus de paix de 2016, bon, dont on oublie quand même trop souvent de rappeler que manifestement tout indique que s'il a été signé, il n'est quand même pas beaucoup mis en œuvre. Oui, alors, bon, au niveau des propositions et des enjeux, c'est assez difficile parce que évidemment, dans la campagne, et particulièrement dans la première phase de la campagne, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de la nécessité la promesse de la gauche, c'est une promesse de plus d'égalité dans un des pays les plus inégalitaires d'Amérique latine, Oui. d'une meilleure inclusion, particulièrement, pardon, je fais du frangnol, particulièrement de la jeunesse urbaine qui a été très, très touchée par la pandémie, les deux grandes mobilisations sociales, qui souffrent du chômage aujourd'hui énormément. La Colombie connaît un taux de chômage absolument énorme aujourd'hui. Donc, il y a toute une thématique autour des droits sociaux, de la nécessité d'une fiscalité plus juste, la nécessité d'un meilleur système de retraite qui puisse être beaucoup plus inclusif, un meilleur accès à l'éducation.
pour les plus jeunes notamment. Donc ça a été, c'est vraiment les thèmes économiques et sociaux que porte la gauche. Alors les thèmes économiques aussi, un modèle productif peut-être moins axé sur l'exportation des hydrocarbures, qui est important en Colombie, même si ce n'est pas le Venezuela, pour essayer d'impulser un modèle agricole et de développement durable un peu plus solide, et puis qui mettent en valeur le monde rural colombien. Donc il y a tous ces débats qui sont au centre du discours de la gauche. Le problème étant que la gauche n'a pas, comme on le disait en introduction, une majorité au Congrès. Le parti ou la coalition de gauche de Gustavo Petro, le pacte historique, a été la coalition la plus votée, mais elle ne contrôle guère que 20-25% du Congrès, pas plus. Et donc, il n'y a pas vraiment une majorité pour impulser ces thèmes-là. Et une grande partie des débats, finalement, autour de cette campagne, c'est qu'est-ce qui se passerait si effectivement Gustavo Petro est président, et est-ce qu'il arriverait à construire une coalition. C'est extrêmement difficile, et sans cette coalition, il ne pourra pas faire toutes les réformes qu'il veut faire. Donc, il sera obligé de négocier au cas par cas, thème par thème, des majorités un peu ad hoc. Et évidemment, c'est une perspective qui crée beaucoup d'incertitudes. Donc c'est très bien d'avoir un programme, mais la grande question, c'est est-ce que la gauche va être capable d'appliquer ce programme? Est-ce qu'elle va avoir le soutien politique pour le faire? Quant à Federico Gutiérrez, son programme est... alors effectivement, c'est un programme d'un peu plus de continuité. Et là encore, les propositions, où il a essayé de modérer un petit peu les thématiques de la droite. Il a essayé aussi, par exemple, sur les accords de paix, de montrer qu'il était favorable à une meilleure mise en place de ces accords, alors qu'il a bloqué à traîner les pieds sur beaucoup de sujets en son temps. Mais là aussi, on ne parle pas beaucoup finalement de mesures, de propositions comme telles, parce que la campagne de la droite, c'est une campagne qui joue un petit peu sur la peur que suscite Gustavo Petro parmi les élites colombiennes, et particulièrement parmi le monde des affaires et le monde économique, où le fait de n'avoir jamais eu un gouvernement de gauche fait que on s'interroge beaucoup sur la viabilité du modèle économique et sa compatibilité avec un gouvernement de gauche. C'est quelque chose qui fait très peur. Comme on n'est pas très habitué, on regarde un petit peu au-delà des frontières ce qui ressemble. Évidemment, il y a l'épouvantail du Venezuela qui est agité par une bonne partie des milieux économiques contre la gauche. Donc plus qu'une campagne de proposition, c'est un petit peu une campagne dont le message est finalement sauvons un petit peu le pays d'une espèce de saut dans le vide qui nous conduirait éventuellement à une catastrophe comme celle qui a eu lieu au Venezuela. Donc, c'est un petit peu le discours de la droite. Et puis finalement, Rodolfo Hernández, donc, comme on le mentionnait, un discours fondamentalement populiste, de critique à la classe politique, qui ne fait guère de propositions. Quand il les fait, ce sont des propositions qui visent un petit peu à soutenir cette idée avec si on arrive au pouvoir, on va supprimer des pans entiers de l'administration parce que ça coûte trop cher, et comme ça on fera des économies, parce que finalement la politique ça ne sert à rien, et puis c'est peuplé de corrompus. Enfin voilà, ce type de proposition. Il faut ajouter à ça une chose importante, c'est que Gustavo Petro, depuis plus d'un mois, a refusé systématiquement de participer aux débats qui ont été organisés dans les médias. Il l'a refusé en argumentant que les médias avaient une position trop partiale contre lui, et donc qu'il ne voulait pas continuer à participer à ces débats. Ce qui, à mon avis, est une erreur stratégique pour lui, parce qu'en général, il s'en tire plutôt bien dans ce genre de débat. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu à la défensive, parce que tout était
axé sur la critique d'un éventuel gouvernement de gauche et sur les dangers que ça pouvait représenter. Tous les autres candidats, comme il était en tête dans les enquêtes, jouaient un petit peu à ce jeu-là dans les débats. Et la conséquence de ça, c'est qu'on on a un petit peu perdu le fil des propositions et du débat d'idées qui, dans un premier temps de la campagne, je dirais dans les premiers mois de l'année, on avait eu vraiment des débats parfois intéressants sur des propositions. Et tout ça s'est un petit peu perdu avec cette non-participation dans les débats. Et tout ça a contribué aussi à ce pourrissement de la campagne que je mentionnais et au fait qu'on est tombé un petit peu dans les petites attaques et les petits scandales plus que sur des débats de propositions. Alors, vous disiez quelque chose tout à l'heure sur lequel j'aimerais revenir. Vous avez mentionné effectivement que, à l'instar d'ailleurs de plusieurs gouvernements progressistes ou de gauche en Amérique latine dans la phase de leur retour depuis quelques années dans la région, souvent on a des pays qui peuvent voir élire donc des dirigeants de gauche, comme encore une fois ce que semblent indiquer les enquêtes d'opinion en Colombie aujourd'hui, au moins au deuxième tour pour ce qui concerne Gustavo Petro, mais sans de majorité dans les pouvoirs législatifs. Et c'est un peu la configuration que vous décrivez qui ressemble un petit peu finalement à celle du Chili de Gabriel Boric dans certains aspects, avec un gouvernement et puis un congrès où on devra négocier au cas par cas, sujet par sujet, en construisant des coalitions qui probablement modéreront finalement le programme initial qui a permis de conquérir le pouvoir dans la phase électorale. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à étudier. Mais ce que je voulais vous demander, c'est à partir de là, est-ce qu'il existera pour Gustavo Petro, s'il était élu à partir de cette coalition, puisqu'encore une fois, il dirige déjà une coalition, est-ce qu'il existera des forces avec lesquelles négocier ces majorités que vous évoquez? Est-ce qu'on parle de qui? J'imagine mal qu'on parle du centre démocratique et donc de la droite ouribiste dans l'époque qui va démarrer. Peut-être parle-t-on du centre, du Parti libéral, enfin, avec qui éventuellement il pourra finalement passer de ce 25 ou 30%, je ne sais plus bien, qu'il a au Congrès, à une majorité pour faire passer ses lois économiques en matière justement de transition énergétique, écologique, de fin de l'exploitation des gisements pétroliers par les multinationales. C'est quand même assez ambitieux, voire radical au sens propre du terme. Comment il va faire? Alors, on ne sait pas trop. Et puis, c'est quelque chose qui fait très peur en Colombie parce que c'est très nouveau. Tous les présidents ont systématiquement eu une majorité en Colombie. Il y a une espèce de réflexe consensuel en Colombie qui fait que dès qu'il y a un président élu, la grande majorité des partis se rangent derrière lui finalement et négocient plus ou moins le ralliement au gouvernement. Alors, en laissant généralement quelques positions d'opposition un petit peu extrêmes, mais en général, on essaie de faire de la place à tout le monde. C'est une espèce de complexe colombien depuis le régime qu'on appelait le Front National dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est un réflexe qui correspond à une culture politique qui a été trop marquée par la violence et par les guerres civiles du siècle passé, qui fait qu'on essaie toujours de se mettre d'accord et de gouverner ensemble. Et là, pour le coup, on a une vraie interrogation parce que pour la première fois, ça va être très, très compliqué si effectivement Gustavo Petro est élu président de convoquer une majorité. Donc, il a, avec sa coalition, quelques 25% du Congrès. Alors, il peut essayer de se mettre d'accord avec ce qu'on appelle la coalition du centre, qui est en fait de centre-gauche, qui contient comme composante principale l'Alliance verte, qui est par exemple le parti de la maire de Bogota, Claudia Lopez, qui est un parti progressiste, on va dire de centre-gauche. Alors le problème avec cette coalition, c'est que c'est la coalition de Sergio Fajardo et que durant la campagne présidentielle, il y a eu de très fortes tensions entre la campagne de Petro et la campagne de Fajardo. Donc il va falloir recoller un petit peu les morceaux, c'est difficile, mais disons que c'est avec eux que Gustavo Petro aurait idéologiquement, disons, des positions assez proches. Mais même ça ne serait pas suffisant. Il faudrait aussi se mettre d'accord avec le Parti libéral, le parti traditionnel, qui est en fait un parti qui représente
on va dire, des caciques électoraux très bien implantés régionalement ou dans le monde rural, qui a un vague positionnement idéologique, politique de centre, attaché à la défense des institutions, on va dire, et pas beaucoup plus que ça. Alors, c'est un parti avec lequel Gustavo Petro a essayé, que Gustavo Petro a essayé de courtiser pendant toute cette campagne. Il a beaucoup essayé de parler avec des dirigeants de ce parti. Finalement, il n'a pas réussi à convaincre le principal dirigeant, le principal chef national du Parti libéral qui est parti avec la coalition de Federico Gutiérrez, même s'il a réussi à dégaucher beaucoup de parlementaires du Parti libéral. Alors, le Parti libéral si Gustavo Petro gagnait, pourrait très bien finalement décider de l'appuyer sur certains thèmes. Hein. C'est un parti qui finalement attrape tout et qui s'est entendu avec beaucoup de gouvernements, mais ça serait quand même assez compliqué. Et en tout cas, ça serait un parti qui ne serait pas favorable à des réformes de gauche particulièrement radicales, disons. Et puis même là, il faudrait essayer de chercher au-delà. Alors, il y a d'autres partis un petit peu dans le même style, centristes, qui représentent surtout des intérêts régionaux, très souvent clientélistes et parfois passablement corrompus, il faut bien le dire, avec lesquels Gustavo Petro devrait également négocier. En fait, tu parlais d'un parallèle avec le Chili. Moi, je ferai le parallèle aussi avec le Brésil au début de la période Lula, avec le Parti des travailleurs qui n'avait pas la majorité nécessaire au Congrès, qui ne pouvait pas faire toutes les réformes qu'il voulait faire, et avec un gouvernement qui a dû s'allier avec des forces traditionnelles au Congrès et qui l'a fait en ayant recours à des méthodes parfois corrompues. On l'a vu, c'est ce qui a joué des tours à Lula et à sa coalition. Donc ça, c'est un danger qui menace Gustavo Petro éventuellement. Merci beaucoup, c'est intéressant. Bon, on comprend que la géographie politique colombienne est quand même à la fois singulière, c'est normal, mais complexe en réalité, et que on voit bien que la difficulté aussi pour un prochain gouvernement colombien, d'autant plus s'il était de gauche, mais on voit, il serait peut-être pas plus simple pour la droite d'ailleurs, c'est aussi de pouvoir gouverner tout simplement dans les conditions de ce pays tellement fractionné, divisé, fragmenté, disons, confronté aussi à tout ce que vous avez dit sur disons, la dégradation en fait, hein, de la situation socio-économique intérieure. 40% de pauvres en Colombie, de pauvreté monétaire, ça n'a fait qu'augmenter depuis 2018, encore plus dans les zones rurales. Un des pays, le deuxième le plus inégalitaire d'Amérique latine après le Brésil, hein, le plus inégalitaire de l'OCDE. Enfin, on pourrait comme ça faire une liste assez longue, malheureusement assez lourde sur le pays, ce qui nous explique les mouvements que vous avez évoqués sociaux de l'année dernière et 2019. Alors, j'aimerais maintenant qu'on aborde un petit peu, qu'on fasse le lien vers une autre partie du sujet dans cette géographie un peu complexe. Je voudrais qu'on parle en fait du cas de la candidate vice-présidente. Je crois qu'en Colombie, quand on est vice-président ou vice-présidente, ça, ce n'est pas que symbolique. Je crois qu'on a certains pouvoirs, mais vous allez peut-être pouvoir nous éclairer là-dessus. C'est Francia Marquez, cette figure du mouvement afro-descendant, très liée au combat pour la défense de l'environnement et des droits humains, justement, et de la paix, de manière plus générale en Colombie, qui a été après Gustavo Petro la candidate la mieux élue lors des primaires. Disons, tout parti confondu. J'aimerais bien qu'on discute un petit peu d'elle, d'autant plus que son actualité est que eh bien, certains, comme par exemple le président du Sénat actuel, Monsieur Juan Diego Gomez, semble l'attaquer sur l'idée qu'elle aurait des liens avec l'une des guérillas colombiennes, l'Armée de Libération Nationale, le LN. Alors on sait aussi que, vous l'avez dit, on accuse beaucoup la gauche en général de ces liens avec les guérillas, évidemment, surtout quand on parle de Gustavo Petro, qui est un ancien guerriero du M19, mais on parle aussi de l'ELN, on parle des FARC, on parle du Venezuela, etc. Donc il y a beaucoup d'attaques là-dessus, venant de la part du président du Sénat, ce n'est pas anodin, il l'accuse de cela. On parle beaucoup aussi de violence autour d'elle, de violence politique en général, pour faire pression surtout cette partie du spectre politique. Est-ce que ça vous paraît fondé? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que c'est quelque chose qui peut jouer un rôle
qui peut créer, disons, des chocs dans les semaines à venir, les jours à venir, avant le premier tour de l'élection? Alors, si je ne me trompe pas, les accusations contre Francia Marquez d'être liée à l'ELN ont été le- les dirigeants de droite qui ont fait ces accusations se sont rétractés, hein, D'accord. par peur de représailles judiciaires, parce que c'était une accusation absolument en l'air. Hein. Elle n'a absolument pas ces relations, en tout cas, il n'y a absolument rien qui le laisse penser. Francia Marquez, c'est effectivement une des révélations de cette campagne. Hein. Et c'est très intéressant parce qu'elle symbolise un petit peu un changement de mentalité, de génération qui se manifeste très fortement dans les villes en particulier et parmi la jeunesse des villes. Alors, Francia Marquez, c'est une activiste sociale, comme on dit en Colombie, c'est-à-dire une espèce de leader communautaire d'un milieu rural, d'une région assez retirée du Pacifique, de la zone Pacifique, qui s'est fait connaître en étant à la tête d'un mouvement social contre un projet d'aménagement d'un barrage qui allait affecter la population locale. Donc, elle a commencé à être connue comme ça. Elle est devenue ensuite une leader régionale du mouvement afro-colombien. Euh, elle s'est faite connaître, elle a gagné des prix par ses luttes, et puis elle s'est fait connaître aux États-Unis, où elle a eu le soutien d'organisations internationales et de figures emblématiques des mouvements de gauche aux États-Unis, particulièrement Angela Davis, qu'il a reçu plusieurs fois aux États-Unis. Francia Marquez a été une des précandidates de la coalition de gauche qui s'est opposée à Gustavo Petro. Qui s'est opposée, enfin, elle s'est portée candidate dans cette primaire. Et puis finalement, elle a été choisie par Gustavo Petro pour être la candidate à la vice-présidente. Alors, un petit peu par défaut d'ailleurs, hein, parce que Gustavo Petro cherchait l'alliance libérale dont on parlait précédemment, et il n'a pas réussi. Donc, c'est un petit peu un second choix, le choix de Francia Marquez, mais qui finalement s'est avéré assez judicieux, puisqu'elle a réussi à convoquer toute une partie de la jeunesse urbaine du pays qui voit en elle le symbole d'une Colombie beaucoup plus diverse. Elle est, parce que c'est une femme, parce que c'est une afro-colombienne, parce elle fait partie aussi du mouvement féministe, au-delà de ces luttes pour les problématiques régionales et du mouvement afro-colombien. Donc, elle est devenue un petit peu un symbole pour cette nouvelle génération de tous ces secteurs qui mettent l'accent sur une Colombie beaucoup plus diverse et qui se sont manifestés très fortement dans les mouvements sociaux de ces dernières années. On a vu, y compris sur des thèmes culturels, sur des thèmes qui sont particulièrement novateurs. On a vu par exemple lors de la seconde vague de mouvements sociaux l'année dernière, des mouvements indigènes déboulonner des statues de conquistadors à Bogota ou ailleurs, ou à Cali, ce qui a beaucoup fait parler. On discute beaucoup de ces thèmes culturels et de comment trouver un héritage culturel partagé au-delà des divisions qui sont de plus en plus manifestes entre divers groupes en Colombie. Donc, Francia Marquez symbolise un petit peu tout cela et c'est de loin la candidate à la vice-présidente la plus populaire. Non, les deux autres candidats à la vice-présidente de Federico Gutiérrez ou de Rodolfo Hernández ou de Sergio Fajardo sont finalement des personnalités un petit peu de second plan qui n'ont pas tellement apporté à leurs candidats successifs. La vice-présidence en Colombie, c'est un petit peu comme aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de fonction forte pour le vice-président, c'est simplement un possible remplacement en cas où la présidence serait vacante. Mais cela dit, il y a quand même une tradition qui veut que le président confie au vice-président des fonctions particulières. Donc, mais ça dépend de la bonne volonté du président.
Donc, on ne sait pas bien ce que ferait Francia Marquez dans un possible gouvernement de Gustavo Petro. Il faudra voir. Mais par exemple, dans le gouvernement d'Ivan Duque, la vice-présidente Marta Lucía Ramirez a eu des fonctions importantes. Elle est aujourd'hui la ministre des Affaires étrangères, par exemple. Elle cumule le ministère avec la vice-présidence. Donc ça dépendra un petit peu de la bonne volonté du président, mais évidemment, c'est une personnalité qui a acquis un poids propre dans la gauche colombienne et certainement Gustavo Petro devra lui confier des fonctions particulières à travers desquelles elle sera amenée à être quelqu'un d'important dans ce gouvernement de gauche. D'accord, très bien. Bah, merci pour. C'est intéressant de découvrir un petit peu à travers votre analyse. Alors, on a envie de. Bon, je parlais au départ pour vous poser la question, pour introduire un peu son personnage, un petit peu de ce qu'on peut nous voir de loin sur bah, voilà, des dénonciations d'attaques, d'accusations, etc. Bon, vous nous avez expliqué un petit peu tout ça, mais ça me permettait aussi de vous emmener sur un autre sujet, c'est que, bon, euh, si on est dans une configuration où pour la première fois, en tant que telle, la rupture serait que ce ne sont plus les mêmes qui dirigeraient la Colombie, disons, que ceux qui l'ont dirigée depuis plusieurs décennies, grosso modo. Quelle pourrait être la relation dans les situations difficiles que vous avez évoquées pour ce prochain gouvernement, hypothétiquement de gauche? Quelles pourraient être les relations entre, disons, ce gouvernement et l'appareil militaire colombien, et au-delà de l'appareil militaire, j'ai envie de dire aussi paramilitaire, tout l'appareil des forces de sécurité. On connaît évidemment le poids et les problématiques qui sont liées à cet univers en Colombie, lié au conflit armé, etc. Euh, Est-ce que les militaires colombiens seront légalistes? Est-ce que ils se sont, qu'est-ce qu'on sait de ça, si on sait des choses? Alors, c'est une très bonne question. C'est une question très compliquée pour Gustavo Petro parce que lors de cette campagne, il y a eu une intervention qui a beaucoup fait parler du chef d'état-major de l'armée colombienne qui a ouvertement critiqué Gustavo Petro pendant la campagne. C'est quelque chose de très nouveau en Colombie qui a beaucoup suscité de critiques parce qu'on n'était pas habitué à ce qu'un général critique intervienne comme ça explicitement dans une campagne électorale. Et donc, ça a suscité pas mal d'interrogations, effectivement, sur les relations qu'aurait un gouvernement éventuel de Gustavo Petro avec les militaires, d'autant plus que Gustavo Petro est un ancien guerriero lui-même, hein, même si bon, tout ça c'est un passé assez lointain, il faisait partie d'un mouvement, le M19, qui s'est démobilisé il y a très longtemps, en 91, et depuis, Gustavo Petro est un homme qui a parfaitement joué le jeu des institutions civiles, hein. Donc c'est quelque chose d'assez lointain qui n'est pas forcément le principal souci, même de ceux qui s'opposent à sa candidature, disons. Mais tout de même, c'est quelque chose qui est très difficile d'accepter pour les militaires colombiens qui restent marqués par une culture de contre-insurgence, hein, de lutte contre les guérillas, évidemment. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à C'est sur passer. ce point que le chef d'état-major colombien a critiqué le candidat à la présidence, et sur son passé de guerriero ou sur Non, d'autres pas questions? vraiment. En fait, c'est sur des. Non, je ne sais même plus exactement quel était l'objet au début de la Peut-être le controverse entre Venezuela? les deux. Mais en gros, il a critiqué en fait plus comme pour avoir critiqué en gros l'armée, je ne sais plus ce qu'avait dit Gustavo Petro. Si, en fait, quand un des chefs d'un cartel a été extradé il y a pas très longtemps aux États-Unis, et ce chef ce mafieux finalement avait mis en cause des officiers de l'armée, accusations qui ont été reprises publiquement par Gustavo Petro, et c'est ce qui avait suscité les critiques du général Zapatero, le chef d'état-major des armées. Donc c'était là-dessus qu'il y a eu cette escarmouche entre les deux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura un danger finalement d'un comportement non institutionnel des forces armées?
je ne crois pas, malgré tout, en Colombie, il y a quand même des institutions et une tradition institutionnaliste assez forte, malgré tout. Et je dois dire que les forces armées il y avait eu des grands efforts depuis le gouvernement Santos et depuis les accords de paix qui avaient été faits pour d'abord former une nouvelle génération d'officiers avec beaucoup plus une meilleure conscience des droits humains, etc. Et aussi pour faire accepter les accords de paix aux militaires. Non, il y avait des discussions ouvertes, ce qui était nouveau au sein des officiers sur la responsabilité des forces armées dans certaines violations des droits humains, particulièrement sur le thème de ce qu'on appelle les faux positifs en Colombie, c'est-à-dire des assassinats qui ont été effectués par les forces armées pour faire passer des gens pour des guerrieros et pour essayer de montrer des résultats. C'est un épisode très compliqué pour les forces armées, évidemment, qui sont très critiquées pour ça. Et il y avait eu quand même pas mal de progrès sous le gouvernement Santos. Il y avait quand même une génération d'officiers qui était beaucoup plus disposée à parler de tout ça et à reconnaître la responsabilité de l'armée dans ces crimes. Mais il y a quand même eu un retour en arrière sous le gouvernement Duque qui a été assez clair, hein, avec des épisodes un peu troubles, par exemple des conférences qui ont été faites à l'école de guerre par un idéologue de l'extrême droite chilienne, par exemple, qui a beaucoup fait parler en son temps. Et puis une attitude beaucoup moins ouverte des forces armées. Et puis un questionnement qui s'est un petit peu déplacé sur les forces de police et sur la répression qui s'est exercée pendant les mouvements sociaux. Alors, la police fait partie des forces armées et du ministère de la Défense. C'est une force qui est civile, mais qui reste sous l'autorité du ministère de la Défense. Donc, il y a toujours des propositions de réforme de la police qui viseraient à les civiliser un petit peu plus, c'est-à-dire à les séparer des forces militaires. C'est toujours très compliqué en Colombie parce que le conflit armé troublait un petit peu cette frontière entre le militaire et la sécurité citoyenne, on va dire. Hein. Il y a... Et là-dessus, le gouvernement d'Ivan Duque s'est caractérisé par un soutien total à la police et même une négation finalement de l'importance des violations des droits de l'homme et qu'il y a eu dans la répression. Donc finalement, on a des forces militaires qui ont été assez politisées par le gouvernement sortant. Et donc tout ça... Et est-ce que Fico Gutiérrez, donc, qui est aujourd'hui un peu à la peine, hein, on disait, qui justement a essayé de faire une campagne un petit peu pour se distancier de Ivan Duque, du bilan sortant, parce qu'il faut rappeler à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que le gouvernement Duque finit avec un niveau de rejet très important. Je crois autour de 75% des Colombiens expriment une désapprobation des politiques du gouvernement Duque. Donc c'est vrai que pour Fico Gutiérrez, c'est quand même un boulet, hein, au démarrage, même si la droite est très structurée, ancrée dans le pays, qu'elle représente une partie de l'opinion très importante. Est-ce que lui s'inscrit justement plutôt dans cette continuité vis-à-vis de l'armée, de l'appareil policier, militaire? Est-ce qu'il reprend à son compte exactement ce que vous avez expliqué de la position du président sortant? Oui, là-dessus, Gutiérrez s'est aligné complètement avec le gouvernement, hein, et avec finalement l'ouribisme, hein, la force politique d'Alvaro Uribe, même si il faut dire que Federico Gutiérrez avait soutenu à l'époque l'accord de paix. Donc ça, c'est quelque chose qui montrait un geste d'ouverture important. Mais sur les thèmes de sécurité, Gutiérrez a des positions finalement assez fortes et assez compatibles avec l'uribisme. Et pendant son mandat comme maire de Medellín, il s'était fait connaître aussi pour des positions très dures sur les thèmes de sécurité. Donc là-dessus, on reste sur une ligne assez dure. D'accord. Et très bien, je ne sais pas si vous voulez boire un coup parce que je vous fais beaucoup parler. N'hésitez Non, pas. non, ça va. Je vais,
Je vais prendre. On a des questions hein, qui arrivent, bien sûr. Alors, certaines, je le dis à ceux qui nous ont fait la gentillesse de participer à notre conversation, certaines ont à voir avec des questions, disons, plus par rapport à l'environnement régional et international. Ça va être l'autre partie de notre discussion, donc je les garde pour ce moment-là. Mais je vais quand même vous en poser une ou deux qui ont à voir, disons, plutôt avec la situation intérieure hein, qu'on évoque là. Il y a une personne. Jean Martin qui me demande, qui voudrait en savoir plus, si vous pouvez répondre, bien sûr, vous n'êtes pas forcément, on n'exige pas l'omniscience hein, dans les discussions, qui me parle d'une loi que moi je ne connais pas d'ailleurs, la loi interdisant aux élus de prendre une position dans la campagne, qui a conduit à la suspension du maire de Medellín, Daniel Quintero, pour son appui à Gustavo Petro, alors que le gouvernement et l'armée appuient Federico Gutiérrez sans aucune modération. Je lis hein, ce que je vois. Est-ce que ça vous parle? Oui, tout à fait. En Colombie, il y a effectivement des règles très, très strictes sur l'intervention en politique des fonctionnaires publics et des élus qui empêchent des prises de position politiques d'une manière qui d'ailleurs est toujours interprétée d'une manière très excessive, à mon avis, et qui effectivement pose des problèmes à chaque élection parce que c'est parce qu'en fait, on essaie d'interdire aux hommes politiques de faire de la politique et c'est un petit peu compliqué. Donc, normalement, les maires des grandes villes, les gouverneurs ne devraient pas prendre position en faveur d'un candidat. Donc, dans ce cas, le maire de Medellín, Daniel Quintero, un allié ou un proche de Gustavo Petro avait fait des clins d'œil un petit peu lourds en direction de Gustavo Petro, on va dire. Et il a été destitué pour 3 mois par la Procuraduría General de la Nación, qui est une institution un petit peu particulière en Colombie, qui est un pouvoir disciplinaire, on va dire. Avec une controverse juridique derrière très compliquée parce que la Cour interaméricaine des droits de l'homme avait déjà, dans sa juridiction, dit que la Procuraduría ne devait pas destituer d'élus, en fait, parce que ça s'opposerait au mandat populaire qu'ont reçu ces figures. Et cette jurisprudence a été faite d'ailleurs à l'occasion de la destitution de Gustavo Petro lui-même quand il était maire de Bogota, par le procureur de l'époque. Donc, ça a ranimé un petit peu tous ces débats juridiques. Et puis surtout, derrière ces débats juridiques, il y a effectivement ce que les partisans de Gustavo Petro ont dénoncé, c'est qu'il y a un petit peu un poids de mesure, puisque le président de la République lui-même a pris parti d'une manière même beaucoup moins implicite dans cette campagne. Il est vraiment intervenu à divers moments en critiquant les propositions de Gustavo Petro et même l'intervention de Zapatero, le chef des armées, a également été critiqué pour ça, puisqu'en tant que chef des armées, il ne devrait pas avoir pris position contre un candidat et être intervenu durant la campagne. Et ce qu'on reproche à la procureure qui a été l'ancienne ministre d'Ivan Duque, c'est sa partialité et le fait d'avoir destitué finalement un maire proche de Gustavo Petro et de n'avoir rien dit. Alors sur le président, elle ne peut pas destituer le président, ça c'est certain, mais elle pouvait quand même intervenir et lui faire remarquer qu'il n'a pas à intervenir dans la campagne, et surtout elle aurait pu destituer le chef des armées, ce qu'elle n'a pas fait. Alors elle a depuis destitué 3 maires de petits villages pas très importants qui avaient pris position pour Federico Gutiérrez pour faire bonne mesure, mais enfin ça n'empêche pas qu'elle est très critiquée pour cette décision qui est jugée partiale. Merci pour cet éclairage. Une question de Bernard Fourier, alors là, gros sujet aussi. Il demande si la question du narco, des cartels de la drogue, sont un sujet de ces élections. Oui, c'est un sujet et c'est toujours un sujet, notamment parce que l'extradition du chef d'un des cartels que je mentionnais tout à l'heure, c'est le cartel qu'on appelle le clan du Golfe, clan del Golfo, qui est un cartel très présent sur la côte Caraïbe, dans le nord du pays, qui donc, en représailles à l'extradition d'un de ses chefs, avait déclaré ce qu'on appelle un paro armado,
je ne sais pas trop comment traduire ça, c'est assez exotique pour la France, mais en gros, ce cartel avait contraint toutes les autorités locales et tout le secteur privé à fermer ses portes pendant une semaine, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir les magasins, sinon on recevait des menaces. Donc, toutes les activités économiques se sont arrêtées dans les régions sous contrôle ou en tout cas avec une présence forte de ce cartel. Ça concernait 3-4 départements du nord du pays. Et puis, c'est une modalité de protestation du groupe armé qui s'est fait sentir aussi dans quelques grandes villes du nord du pays. Alors, plutôt en zone rurale en général, hein, quand même, mais tout de même, ça a été très, très ressenti. Donc, ça reste une problématique très, très forte en Colombie, évidemment. Et le fait que, disons, la mise en place de l'accord de paix ait eu des résultats finalement assez contestables ou limités durant le gouvernement d'Iván Duque, au-delà du peu d'entrain du gouvernement à mettre en place les accords, c'est aussi parce que derrière le conflit, eh bien, il y a le narcotrafic et que même si on a réussi à faire en sorte que la principale guérilla du pays se démobilise, eh bien, il y a toujours d'autres groupes qui viennent prendre un petit peu la place qui était la leur parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Et beaucoup d'enjeux derrière. Donc, comment on en parle dans la campagne? C'est un thème compliqué. En général, il y a curieusement presque un consensus sur le fait qu'il faudrait évoluer vers des politiques qui ne soient pas axées uniquement vers la répression, qu'on essaie d'évoluer vers une légalisation ou une réglementation de certaines drogues, en consonance avec les tendances internationales ou ce qu'on observe aux États-Unis d'ailleurs, hein, ce qui permet d'ouvrir un petit peu le débat en Colombie, un débat qui généralement n'était pas du tout évoqué parce que c'était un petit peu tabou. Donc presque toutes les campagnes ont évoqué tout cela, mais c'est très difficile pour la Colombie d'avancer dans ce sens sans un soutien international, évidemment, puisque la Colombie, au niveau international, est un petit peu le vilain petit canard, le pays producteur, et que du coup, bien, il faut envisager plutôt une réponse multilatérale sur ces thèmes-là. Ouais, tout à fait. Mais par exemple, je sais pas, est-ce qu'on pourrait identifier voilà, une grande proposition ou une proposition un peu à retenir de chaque acteur que propose le pacte historique sur la question du narco et les autres? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut comme ça synthétiser ou c'est trop compliqué? Non, en général, on a parlé de la possibilité de réguler les drogues, alors le cannabis, hein, on ne parle pas trop de cocaïne, mais enfin, il y a quelques petits gestes dont on a parlé dans ce sens-là. Et puis, alors, il y a peut-être des propositions un petit peu plus qui ne sont pas très précises non plus et qui ne peuvent pas être très précises non plus, mais de reprendre des négociations de paix éventuellement avec d'autres groupes, alors peut-être le LN, qui est l'autre guérilla qui ne s'est pas démobilisée, qui est passablement narcotisé, on va dire, hein, qui ressemble beaucoup plus à un cartel de la drogue qu'à une guérilla. Et puis ce fameux clan du Golfe, qui est le cartel le plus puissant aujourd'hui, sans doute, dans le nord du pays. Il a des liens avec son homonyme mexicain ou pas du tout? Qui a des liens avec le Mexique, mais alors pas forcément le cartel du Golfe du Mexique. En fait, c'est un nom qu'on lui a donné. Il a plusieurs noms. On lui a donné ce nom-là pour ne pas trop lui donner le nom politique qu'il essaie de se donner, c'est-à-dire autodéfense gaïtaniste, en référence à Gaïtan, le vieux leader du Parti libéral qui avait été assassiné en 1948 du siècle dernier. En fait, c'est une allusion au golfe d'Urabá, qui est une région colombienne à la frontière du Panama. Donc, ça n'a rien à voir avec le golfe du Mexique. Mais évidemment, de par la localisation géographique, c'est effectivement un cartel qui a des liens avec les mafias mexicaines aussi. En tout cas, plusieurs candidats ont proposé plus ou moins clairement de reprendre des négociations avec ce groupe-là. Gustavo Petro a beaucoup mentionné sa volonté d'ouvrir des négociations avec divers groupes et même avec des groupes politiques corrompus, ce qui d'ailleurs lui a valu beaucoup de critiques.
Il a beaucoup parlé de pardon social dans sa campagne. Alors, c'est assez nébuleux. On ne sait pas exactement ce qu'il veut faire, mais il y a apparemment une disposition à négocier avec divers groupes. Et même Federico Gutiérrez, donc, qui est plutôt partisan d'une ligne dure, a été plutôt ambigu et n'a pas fermé totalement la porte à chaque fois qu'il a dû s'exprimer sur ce thème-là à d'éventuelles négociations avec des groupes armés. Donc c'est quelque chose dont on ne parle pas explicitement parce que, évidemment, ça dépendra des dynamiques qui se mettent en place et des possibilités qui se présentent. Mais c'est quelque chose qui pourrait fonctionner lors d'un prochain gouvernement. Ok, je vais vous poser une question un peu sur, disons, je voulais le voir comme un thème, mais vous avez déjà pas mal dit des choses, de choses dessus. C'est tout simplement l'avenir des accords de paix. Bon, vous avez déjà. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter qui sont, selon vous, sur la question de la suite de l'accord de paix doivent être dites? Bon, moi, je ne reste pas à vous demander si Juan Manuel Santos joue encore une influence en Colombie, mais c'est peut-être pas la question centrale. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui vous semblent devoir à avoir en tête sur cette question de l'accord de paix en Colombie, si peu mis en œuvre ou mal mis en œuvre, que justement on retrouve le phénomène que vous dites, que vous décrivez, une fois que les FARC sont partis des territoires dans le respect de l'accord, ces territoires sont repris par des bandes organisées paramilitaires qui finalement le reprennent et relancent le narco. Bon, voilà, est-ce qu'il y a des choses à rajouter selon vous? En fait, les accords de paix, ça n'a pas été un grand enjeu dans cette campagne électorale parce que les accords suivent leur cours. En fait, le processus le plus important qu'il faut mentionner, c'est le processus de justice transitionnelle dans lequel sont engagés les démobilisés des FARC, mais aussi d'autres acteurs, y compris des militaires. Hein. Donc, il y a un tribunal spécial, si on veut, la justice transitionnelle, la justice spéciale de la paix, comme on l'appelle. Donc tout ça suit son cours et finalement, on ne l'a pas trop mentionné dans la campagne parce que c'est un thème qui a beaucoup divisé, donc les candidats essayent finalement de ne pas trop le mentionner explicitement. Mais il y a des thèmes qui devront être repris. Forcément, pas tellement les thèmes de la démobilisation et de la justice transitionnelle qui suivent leur cours dans les institutions qui ont été prévues par l'accord et sur lesquelles le futur gouvernement finalement n'aura pas de prise directe. Mais l'accord prévoyait un certain nombre de grandes réformes structurelles qui sont précisément celles sur lesquelles le gouvernement a beaucoup traîné des pieds. Par exemple, une réforme rurale, une réforme agraire, également une réforme électorale qui devait être plus inclusive. Donc il y a une série de thèmes qui restent à réaliser et que le gouvernement pourrait reprendre éventuellement. Notamment, à mon avis, si c'est un gouvernement de Gustavo Petro, parce que ça pourrait être un thème sur lequel il pourrait trouver des accords avec les Verts, avec les libéraux qui ont soutenu les accords à l'époque de Juan Manuel Santos et avec d'autres partis de l'ancienne coalition de Juan Manuel Santos, par exemple. En fait, Gustavo Petro pourrait essayer, s'il n'arrive pas à faire autrement, de créer, de ressusciter un petit peu la majorité qu'avait Juan Manuel Santos en son temps, qui le soutenait en son temps, en relançant un petit peu cette thématique de la paix. Mais est-ce que d'une manière générale, est-ce que le rapport de force finalement en Colombie ou le rapport de l'opinion publique en général à la question de ces accords de paix a été modifié depuis 2016 ou est-ce que on est toujours à peu près dans la même chose? Je crois que c'est un thème qui divise toujours, mais je crois qu'il y a une majorité pour appliquer ces accords, non? Une majorité en faveur de la paix. D'ailleurs, même le plébiscite a été gagné finalement avec une marge assez étroite par le non, et il a été gagné surtout parce que les partisans du oui ne se sont pas mobilisés. En fait, toutes les enquêtes d'opinion indiquaient que le oui allait gagner, et ça a été une surprise, la victoire du non. Et je pense qu'en fait, il y avait une majorité en faveur des accords à cette époque. Simplement, les gens du non étaient beaucoup plus galvanisés, mobilisés, enthousiastes que les gens du oui, parce que le oui aux accords, c'était quand même défendre un certain nombre de choses qui étaient difficiles à accepter, qui heurtaient le sens de la justice des Colombiens et particulièrement des remises de peine très fortes pour les démobilisés de la guérilla, y compris ceux qui avaient commis des crimes, des places réservées au Congrès, enfin
une série de concessions qui étaient très difficiles à accepter pour une grande partie de l'opinion. Mais il y avait une opinion majoritairement pro-paix, on va dire. Et puis surtout parmi les jeunes. Donc le temps joue en faveur des accords de paix parce que les jeunes générations ont toujours été beaucoup plus favorables aux accords de paix finalement que les populations plus âgées. Donc je pense que le rapport de force, il évolue toujours plus vers une opinion publique favorable à des négociations de paix et à la mise en place des accords. D'accord. Deux questions liées à des aspects qui ont été traités. La première, c'est de savoir où est-ce qu'on en est des procédures judiciaires liées à la répression que vous avez évoquée du paro national, donc en fait, des mobilisations de 2021 et 2019, mais 2021. On rappelle qu'il y a eu des dizaines, enfin beaucoup de morts, des blessés, des gens disparus, des accusés, enfin des viols, enfin tout ce qu'on peut imaginer de répressif et d'affreux dans tout ça. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que la justice suit son cours? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, ça revient sur les élections. On a évoqué en tout cas les menaces, les violences, etc. On a entendu, on a pu lire que même certains évoquaient la possibilité de report de ces élections. Qu'est-ce que, bon là on est à J-6. Bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors sur le premier thème, oui, ça suit son cours, mais ça prend énormément de temps. La justice colombienne est très très compliquée, mais ça suit son cours. Et dernièrement d'ailleurs, il y a eu des condamnations pour une répression excessive qui s'est terminée par la mort de manifestants, mais d'il y a beaucoup plus longtemps. Donc tout ça prend énormément de temps, c'est très compliqué, mais la justice effectivement suit son cours. Elle n'est pas entravée, quoi. Comment? Elle n'est pas entravée, elle travaille. Non, elle n'est pas entravée, mais ça prend beaucoup de temps et c'est très compliqué avec des débats sur ce que peut faire la justice pénale militaire et ce que fait la justice civile. Mais sur ces thèmes-là, les antécédents montrent que finalement la justice civile termine toujours par prendre le dessus parce que c'est très compliqué d'avoir une impartialité de la justice pénale militaire sur ces thèmes-là. Donc voilà pour la première question qui continuera à agiter l'opinion évidemment parce qu'il y a eu des épisodes vraiment très compliqués pendant ces mobilisations sociales. Et puis sur le thème de l'organisation électorale et des controverses qu'elle suscite. Alors, un antécédent compliqué, c'est que pendant les élections de mars, il y a eu énormément de critiques à l'organisation électorale, en fait, parce que le processus de comptage rapide des voix, qui est toujours organisé pour donner un résultat rapide, mais sans valeur juridique, le soir même des élections, a été particulièrement chaotique et compliqué. Et finalement, la différence qui est apparue entre les résultats annoncés dans un premier temps à travers de ce comptage rapide et les résultats officiels, c'est une différence très importante, de plus d'1 million de votes, et c'est une différence en plus qui s'est faite au détriment, dans un premier temps, du pacte historique, donc de l'Alliance de gauche. En fait, les voix de la gauche, il y a un certain nombre de voix de la gauche qui n'avaient pas été comptées dans le comptage rapide et qui finalement sont réapparues au scrutin définitif. Alors, d'un certain point de vue, ça prouve que le système fonctionne et que finalement, le scrutin a permis de récupérer ces votes, entre guillemets. Mais tout ça crée un précédent un petit peu compliqué et des accusations de partialité de l'autorité électorale qui n'aurait pas organisé ça comme il faut. Alors, dans ce contexte de tension très fort dans la campagne, eh bien, évidemment, c'est un antécédent compliqué à gérer. Dernièrement, Gustavo Petro, il y a 2 jours, par voie de ses réseaux sociaux, a commencé à critiquer la possibilité d'une destitution du registrador, qui est celui qui est chargé techniquement d'organiser les institutions, suite à ces problèmes qu'il y a eu en mars, et que ce serait le prélude à une annulation des élections de la part des autorités, en visant une fois de plus la procureure qui a aussi destitué le maire de Medellín. Alors,
je ne sais pas si effectivement il y aura des sanctions contre le registrador, donc l'autorité électorale. C'est possible, et d'ailleurs, ça serait absolument normal, même si ce n'est certainement pas le moment de le faire en pleine semaine, une semaine avant le scrutin présidentiel. Mais pour ce qui est de reporter ou d'annuler les élections présidentielles, c'est quelque chose qui paraît complètement hors de contexte. Enfin, en tout cas, on espère, on ne voit pas bien pourquoi ou comment on pourrait annuler les élections, qui ont d'ailleurs commencé pour les Colombiens à l'étranger, C'est ça. qui peuvent voter depuis aujourd'hui. Merci Yann. Il nous reste un petit quart d'heure, ça passe vite, hein. On va aborder maintenant un peu la partie internationale, j'ai envie de dire, des enjeux internationaux de cette élection nationale colombienne. J'ai démarré avec une question encore et après j'irai ailleurs. La question qui nous est proposée par Natacha s'interroge sur finalement comment se positionne le président sortant Ivan Duque sur la question climatique. Parce qu'elle dit qu'entre d'un côté la reconnaissance de l'Amazonie comme sujet de droit, la participation au Ocean Summit, etc., enfin toute une série de coalitions liées aux accords de Paris et au COP, dans laquelle la Colombie est assez active. Il veut donner une image manifestement active, encore une fois, de son pays sur le changement climatique. Et puis de l'autre côté, évidemment, elle remarque à juste titre aussi un petit peu les ravages finalement de l'extractivisme en Colombie, des méga projets miniers, etc., avec tout ce qui va avec, s'accorde de violation des droits humains, environnementaux, des assassinats aussi de défenseurs des droits humains en Colombie, qui a malheureusement le triste record en la matière en Amérique latine. Donc elle se demande voilà, qu'est-ce qu'on doit en penser de ce bilan de M. Duque. Est-ce que c'est du greenwashing à viser de positionnement, disons, de communication politique à l'échelle internationale? Est-ce que vraiment il y a des changements qui doivent être constatés après 4 ans de son gouvernement sur la question climatique donc? Oui, alors Ivan Duque est très critiqué là-dessus parce qu'effectivement, il s'est présenté comme un défenseur effectivement des thèmes de l'environnement au niveau international, mais on l'accuse beaucoup de double discours, non, de se présenter comme ça. Un petit peu la même chose que sur les accords de paix d'ailleurs, où il s'est présenté au niveau international comme un défenseur des accords, enfin, en tout cas qui applique les accords comme il doit le faire, alors qu'il est très critiqué à l'intérieur pour ne pas le faire. Sur le thème de l'environnement en particulier, on critique beaucoup le gouvernement pour ne pas avoir fait adopter par le Congrès ce qu'on appelle les accords d'Escazú, qui sont des accords qui ont été signés au niveau latino-américain, alors en défense des thèmes ambientaux et en particulier en donnant un rôle très fort aux leaders sociaux et aux leaders environnementaux en leur accordant une grande protection sur les dénonciations éventuelles de problèmes environnementaux qui pourraient se présenter. C'est quelque chose qui inquiète un peu les milieux économiques. Et Ivan Duque s'était engagé au niveau international à faire adopter ces accords par sa majorité au Congrès. En fait, il a apparemment beaucoup traîné les pieds et le Congrès encore plus. Et donc, pour le moment, ça n'a toujours pas été fait. Donc, on le critique beaucoup là-dessus. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Yann. Je crois que là, et merci aussi aux questions très pertinentes qui permettent de compléter un peu les développements de cette soirée. Alors, bon, il va nous rester une dizaine de minutes. La question, et ça fait aussi écho aux questions que nous posent les gens qui participent, c'est au fond, qu'est-ce que ça veut dire dans le cas d'une élection de Gustavo Petro à la tête de la Colombie? On a compris que ce ne sera pas simple pour lui de gouverner, mais qu'est-ce que ça signifie au point de vue régional et international? Qu'est-ce que ça signifie en particulier dans les rapports de la Colombie avec son voisin vénézuélien? Et qu'est-ce que ça signifie aussi vis-à-vis de Washington, qui est donc le premier allié colombien historique, traditionnel, dans la période qui s'ouvre, complexe, avec les crises qu'on a évoquées au début de la conversation, etc. Qu'est-ce que ça veut dire une Colombie qui serait, disons, au centre-gauche? Est-ce qu'il faut s'attendre à une politique étrangère nouvelle de la Colombie? Est-ce que ça veut dire plutôt, est-ce qu'il y a plutôt des choses de l'ordre de la continuité? Enfin, comment vous voyez ça? Et n'hésitez pas, à partir de là aussi, à rajouter tout ce que vous voudriez nous dire, selon vous, d'important sur la soirée qui n'aurait pas été abordé à travers nos questions.
Alors, sur le thème des relations avec les États-Unis, c'est effectivement une question qu'on se pose. Est-ce que Gustavo Petro remettrait en cause cet alignement de la Colombie avec les États-Unis, qui est une politique d'État que tous les gouvernements colombiens ont maintenu, hein, pour des raisons évidentes, avec le thème du narcotrafic, avec le thème des guérillas. La Colombie, tous les gouvernements colombiens ont eu bon gré mal gré, des relations très fortes avec le gouvernement des États-Unis qui était partie prenante de ces politiques de lutte contre le narcotrafic et contre les guérillas. Je ne pense pas que Gustavo Petro remette en cause cette alliance ou cette relation avec les États-Unis qui est vraiment quelque chose de très structurel en Colombie. Ça serait très compliqué pour lui de changer tout cela et je ne pense pas qu'il en ait vraiment l'intention. Là-dessus, d'ailleurs, il y a des antécédents qui sont assez parlants. Hein. Si on pense un petit peu aux interrogations qu'il y avait au moment où López Obrador a été élu au Mexique et ses relations avec les États-Unis, finalement, on pensait que ça allait être très compliqué. Finalement, non. En plus, c'était avec Trump, donc c'était encore plus compliqué en son temps. Mais finalement, le Mexique s'est finalement tendu avec les gouvernements successifs à Washington. Et puis en plus, dans le cas de Gustavo Petro, ce serait avec l'administration de Joe Biden, qui est peut-être un peu plus ouverte, éventuellement à donner un peu plus de marge au gouvernement colombien. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de grands changements à prévoir ou à attendre d'un gouvernement de gauche sur la relation avec les États-Unis, parce que ça serait... il y aura sans doute beaucoup trop de facteurs de changement et de discussions et de conflits éventuellement sur le plan interne pour se mettre dans ce genre d'autres problèmes. Et puis la relation avec le Venezuela, qui est un autre thème évidemment très important, parce que au-delà de deux pays très proches historiquement, il y a un très grand nombre de problèmes à traiter, par le problème de l'émigration de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays et qui vivent en Colombie aujourd'hui dans une situation parfois difficile. Il y a un thème de toutes sortes de trafics sur la frontière colombo-vénézuélienne qui se sont développés en grande partie par le fait que les relations sont rompues entre la Colombie et le Venezuela et que donc ni les autorités colombiennes ni les autorités vénézuéliennes sont efficaces finalement pour contrôler cette frontière. Donc il y a un certain nombre de problèmes qu'il va falloir résoudre. Et alors, dans cette campagne, je crois qu'il y a eu un consensus assez clair qui s'est dessiné, y compris du candidat de l'officialisme sortant, Federico Gutiérrez, qui finalement a reconnu qu'il serait sans doute important, plus ou moins implicitement en tout cas, de renouer les relations avec le Venezuela après un mandat très très compliqué pendant lequel Iván Duque a affronté directement le régime vénézuélien en rompant les relations et même en essayant de favoriser la chute de Maduro en son temps. Non, une politique qui aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'elle a échoué parce que Maduro est toujours au pouvoir, il n'a pas l'air d'être prêt d'en sortir. Et puis, les États-Unis ont très clairement montré des signes de changement vis-à-vis de Caracas. Et de la nécessité de trouver une sorte de modus vivendi. Donc, très certainement, le prochain gouvernement colombien, quel que soit le président, va devoir, au-delà des différences qu'il peut y avoir entre Bogota et Caracas, reprendre des relations, ne serait-ce qu'à niveau consulaire, pour essayer de résoudre très pragmatiquement les problèmes qui se présentent dans les zones frontalières. Ok, merci. Donc, en fait, sur ces questions de Washington, il n'y a pas, selon vous, à attendre de grands virages ou des ruptures. En réalité, on n'est pas dans ce schéma-là, si je suis bien votre raisonnement. Oui, non, plutôt des tensions, évidemment, parce que, après tout, Gustavo Petro vient d'une gauche nationaliste, anti-impérialiste par ses références, disons, mais c'est quand même, c'est aussi quelqu'un de pragmatique et je le vois assez mal se mettre à dos les États-Unis, alors qu'il a une gouvernance assez précaire à l'intérieur.
Et est-ce que cette gouvernance assez précaire à l'intérieur, pour reprendre vos termes, va aussi du coup limiter les perspectives de contribution colombienne à la relance, par exemple, de l'intégration régionale latino-américaine? Est-ce qu'il faut s'attendre à une Colombie active en la matière, plus proche du Chili, de Boric, peut-être du Brésil de Lula si ce dernier est élu à l'automne? Est-ce que la Colombie pourrait, dans ce cas-là, profiter, selon vous, un petit peu, j'ai envie de dire, de l'aspiration du Brésil, etc., pour peut-être contribuer plus fortement à la relance de cette intégration latino-américaine qui est un sujet récurrent, si je puis dire, dans la région? Oui, alors ça, c'est un scénario très possible, d'autant que dans la région, effectivement, il y a un certain nombre de gouvernements de gauche qui ont été élus ou qui paraissent devoir être élus dans un avenir très proche. Donc, c'est une perspective, cette relance de l'intégration, même si les moteurs de cette intégration sont peut-être un petit peu moins populaires aujourd'hui qu'avant. L'heure n'est pas vraiment aux accords commerciaux. Un petit peu dans le monde entier, c'est quelque chose qui est un petit peu remis en cause. Alors, une coopération politique ou recréer un forum politique tel qu'avait été UNASUR en son temps, c'est tout à fait possible. Alors, je ne sais pas quels sont les effets qu'on peut en attendre, hein, à part une certaine solidarité des nations latino-américaines sur les thèmes de démocratie et ce genre de choses. Enfin, c'est un scénario possible, mais je ne sais pas si ça va avoir des effets pratiques extrêmement importants. Ok. Ben, écoutez, Yann, merci beaucoup. On arrive au terme de notre heure et demie de discussion sur les enjeux de l'élection colombienne. Est-ce que vous voulez conclure, passer un message à ceux qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a des choses qui devraient être dites, qui n'ont pas été abordées selon vous dans notre conversation? Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Simplement dire que cette campagne a été donc très, très longue et éprouvante, comme on le dit. Donc ici, on attend finalement, je crois qu'avec un certain soulagement, ce premier tour, hein, qu'on arrive finalement qu'on passe un petit peu à autre chose au-delà de cette campagne, même si apparemment il y aura un deuxième tour, avec de toute façon un climat assez tendu qui pourrait se tendre encore plus si au deuxième tour, on avait une marge assez étroite, soit entre Gustavo Petro et Federico Gutiérrez, soit entre Gustavo Petro et Rodolfo Hernández. Vu les antécédents que j'ai mentionnés sur les élections législatives et les controverses qu'il y a eu là-dessus, ça pourrait avoir des conséquences très compliquées, surtout dans cette période de tension. Donc, il faudra être vigilant sur ce qui peut se passer. On a aujourd'hui déjà une idée des projections sur un éventuel deuxième tour. Quel serait, grosso modo, le rapport de force entre les deux finalistes? Oui, il y a plusieurs enquêtes qui prennent en compte des scénarios de deuxième tour. Alors, il faut toujours les prendre Bien avec sûr. prudence parce que c'est toujours hypothétique. Les deuxièmes tours, c'est jamais pareil quand on sait quels sont les candidats vraiment. Et dans le cas d'un deuxième tour, Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, toutes les enquêtes indiquent que ce serait Gustavo Petro qui gagnerait, même si certaines avec une marge étroite. Donc le dernier mot n'est pas dit. Et dans le cas de Petro Rodolfo Hernandez, alors on ne l'a pas trop fait parce que jusqu'aux dernières semaines, ce n'était pas un scénario qu'on avait en tête, mais c'est un scénario qui est de plus en plus possible. Et là, ça sera un scénario beaucoup plus incertain parce qu'il est clair que les électeurs de droite se reporteraient sur n'importe quel candidat qui affronterait Gustavo Petro, alors que les électeurs qui sont séduits par les thématiques populistes antipolitiques de Rodolfo Hernandez n'iraient pas voter nécessairement vers un candidat classique de la droite. Donc le report des voix se ferait beaucoup plus facilement en faveur de Rodolfo Hernandez. Et là, ça changerait un petit peu la dynamique de la campagne et c'est un scénario qui serait beaucoup plus incertain. Finalement, ce serait Rodolfo Hernandez en deuxième, enfin en finale, serait plus gênant d'une certaine manière pour Petro que Fico Gutiérrez et la droite traditionnelle ou ribiste. Ce serait ça un peu peut-être la difficulté du deuxième tour pour lui, c'est ça, hein? Si, absolument, ça obligerait complètement à changer les dynamiques et les thématiques de campagne, d'ailleurs des deux. Ça serait
puisque Gustavo Petro sera obligé de se présenter un petit peu comme le défenseur de politique raisonnable, finalement, alors qu'il était celui qui proposait, qui proposait de grandes réformes qui faisaient peur. Et Rodolfo Hernandez, qui est le candidat anti-système jusqu'ici, bah, il sera obligé de composer avec le fait d'être de fait le candidat de la droite. Donc, ça serait un scénario assez incertain parce que les ajustements seraient assez profonds dans les deux campagnes. Bah, écoutez, ça va être passionnant à suivre. Merci beaucoup, Yann, de votre participation, de votre disponibilité, puis de la qualité de vos analyses et des informations que vous avez pu partager avec tous les gens qui étaient là ce soir. On a fait, je crois, effectivement un tour d'horizon assez intéressant et un peu général, je crois, exhaustif, si je puis dire, de la question. J'espère que tout le monde aura eu de la nourriture, si je puis dire, pour comprendre un petit peu mieux ce qui va se passer dans quelques jours et puis pour comprendre la suite. On suivra bien sûr tout ça avec intérêt. Pas mal de questions, beaucoup de commentaires apparemment ravis de la soirée, donc je vous les communique, Yann. Et donc merci beaucoup. Alors, de toute manière, l'Observatoire électoral 2022 sera sur place pour suivre ce premier tour, puisque évidemment, Yann vit à Bogota, donc il sera là. Pour ma part, je serai également en mission à partir de jeudi prochain sur place. Et on suivra donc cette fin de campagne depuis Bogota et la Colombie. On fera une soirée spéciale ou une journée post-électorale. Il faudra voir en fonction de ce qu'on pourra faire avec la mission d'observation sur place par les réseaux sociaux. Donc on aura beaucoup d'informations à partager avec vous depuis Bogota dans les jours qui viennent sur la suite. Et puis effectivement, eh bien, les éléments pour comprendre après la dynamique du deuxième tour en fonction de qui sera en finale entre les trois dont on a parlé, qui sont les plus amènes d'y être à ce second tour. Encore une fois, merci Yann. Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu se joindre à nous ce soir. On vous souhaite une belle soirée pour ceux qui sont en tout cas à l'heure parisienne et une belle journée pour les autres. Voilà, donc merci, à bientôt. Merci encore Yann. Bonne soirée, bonne journée. Merci Christophe, au revoir à tous. Au revoir.